On a déjoué un ça a peu les déjoué pronostics. les pronostics. Voilà. On a voulu Donc, mettre surtout l'intelligence collective. Là, on peut dire que le lien en commun résulte d'un long processus de maturation et de travail avec plusieurs entités, parmi lesquelles on trouve des associations, notamment ABC et CADA, des citoyens issus de la société civile, engagés par ailleurs dans d'autres associations, même parfois plusieurs, mais également des membres de partis qui ont souhaité inaugurer et innover de nouvelles pratiques démocratiques. Vous êtes d'accord avec cette lecture-là? Et je crois que ça s'est fait sous la guidance et les méthodes d'intelligence collective qui ont été proposées et mises en œuvre par le collectif ABC. Est-ce que vous... Bon, je crois que vous en avez donné un bref historique, donc on va passer au diagnostic que vous avez fait de la ville avec Aulnay en commun. Juste, j'ajouterais, Ouais. Catherine, concernant justement ce que tu viens de dire, effectivement, c'est une démarche partagée par plusieurs organisations. Et aussi, ce qui a fait la particularité de cette liste-là, c'est qu'on a envoyé 1355 courriers à des personnes tirées au sort. Combien? 1355 courriers à des personnes tirées au sort. Alors, Oussouf, c'est très bien de le préciser parce que c'est un élément important de la démarche, c'est innovant, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont été tirées au sort. Et justement, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé là, des résultats de ce tirage au sort? Donc on s'est dit, comme on voulait une liste qui soit à l'image de la population, on voulait être novateur sur les pratiques, et donc il fallait qu'on puisse aller au bout de la démarche. Et donc on s'est dit, tiens, pour tenter la question du tirage au sort, donc c'est un pari qu'on s'est pris, avec les délais qui étaient impartis, mais moi c'est une des plus belles choses que j'ai eues durant cette campagne-là, parce que des gens qui jamais auraient imaginé de figurer sur une liste, ou ne serait-ce participer à une campagne électorale, ont poussé la porte de ce local-là, sont venus, on lit attentivement ces deux documents, qui sont vraiment la pierre angulaire de notre liste participative en commun, la charte et le code éthique. C'est cela qui animeront l'ensemble des candidats, qui a déjà été signé par tous les candidats, et qui sont les engagements qu'on prend vis-à-vis de la population. Et donc les tirés au sort sont partie prenante de la liste, et d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure par Alain, dans les 10 premiers de la liste, vous avez seulement Alain qui a une expérience d'ancien élu. Les 9 autres n'ont aucune expérience d'élu. On a Sarah, on a une personne qui est tirée au sort qui, ces dernières années, s'est un peu intéressée à ce qui s'est passé sur Aulnay, donc sont venus. Donc, tant sur l'originalité de cette pratique-là, on a voulu mettre en pratique cela, et pour qu'on ait vraiment une photographie de ce qui est la France à Aulnay-sous-Bois, des jeunes, des personnes expérimentées, des femmes, des hommes, tous les âges, et on a vraiment ce dont on voulait, où on parle souvent en disant qu'on a la jeunesse qui ne se mobilise pas, ou alors on a que des vieux, ou alors on a à chaque fois des partis politiques, etc. Là, on a tendu le coup à tous ces stéréotypes ou à ces clichés pour vraiment ouvrir, faire respirer un peu cette démocratie à Aulnay. Et vraiment, on peut être les uns et les autres contents de cela, parce que si on a pu lancer cette dynamique-là, c'est que chacun a voulu mettre son expertise, son savoir-faire au profit du collectif. C'est ça qui se manifeste aujourd'hui, et vous avez un quatuor qui vraiment reflète ce qui est notre démarche Aulnay en commun. Moi, ce que je vois surtout, c'est que parmi ces personnes qui n'ont pas encore rempli un mandat électif, ce sont surtout des personnes issues de la société civile, mais en prise directe avec la vraie vie, avec le terrain, des personnes qui sont confrontées à la vie de la France entière, quoi. Trouver un travail, en avoir un, assumer sa vie familiale, accueillir ses parents âgés ou malades, ce qu'on retrouve tôt ou tard, chacun dans notre propre vie, et qu'ils seront peut-être plus à même d'être à l'écoute des autres citoyens, parce que c'est vrai qu'on a remarqué aujourd'hui qu'il y a une espèce de dichotomie entre nos élus qui sont censés nous représenter et puis les citoyens. Et je crois que ça, c'est une bonne réponse à ce besoin d'être en prise directe avec la vraie vie, quoi. Voilà. Ceux qui ont reçu la lettre se sont posé la question, se sont dit tiens, mais est-ce que je suis légitime pour Et certains ont répondu oui, d'autres se sont beaucoup questionnés, ils en ont parlé avec les amis, ils sont venus nous voir sur le marché, j'ai reçu cette lettre, est-ce que vous pensez que... Et du coup, chacun a dû s'intéresser à nouveau, et même se poser une question peut-être, si j'étais candidat, et si j'étais candidate? Et ça, c'est un peu nouveau, parce qu'en général, c'est un peu confisqué. Là, pour le coup, on a souhaité ouvrir
au plus grand nombre. Mais normalement, la démocratie, c'est ça. Bah oui. La vraie démocratie, c'est pas forcément des professionnels de la politique, mais des gens qui vivent la vraie vie et qui sont en mesure de porter témoignage des difficultés et des problèmes à résoudre que tout citoyen peut rencontrer. Donc ça, c'est un point positif. Chaïbia. Merci Catherine. Oui, pour relayer ce que vient de nous dire Alain, il y a aussi un élément qui est majeur, c'est que la conjoncture actuelle nous interroge tous en tant que citoyens, d'une part à l'échelle nationale, parce que la population, le peuple, a des attentes à l'échelle nationale, a des attentes. Et bien entendu, cette démocratie que nous, on met en œuvre à Aulnay avec ce beau projet commun, justement, soulève ces problématiques à l'échelle nationale d'abord, mais aussi à l'échelle municipale, qu'on devra aussi, c'est le reflet aussi à l'échelle nationale de toutes ces revendications qui sont actuellement pesantes pour la population et sur lesquelles on devra aussi y répondre de manière en fonction des compétences de la commune, notamment sur les revendications contre la réforme des retraites et d'autres problématiques qui vont être soulevées au fur et à mesure et les problèmes qu'on retrouve tant au niveau national qu'au niveau local, problèmes d'emploi, de logement, comment on accède à la santé, à la culture, à tout ce qui fait la vie d'un être humain. Voilà. Puis la question qu'on nous renvoie aussi, et qu'on a à se poser tous, c'est comment on répond aux plus vulnérables sur les questions de logement, sur les questions d'école, sur les questions de déplacement, au prisme aussi de l'urgence écologique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les deux. C'est-à-dire comment, de façon la plus démocratique possible, on l'a vu dans nos ateliers, tu dis logement, charge, peut-être qu'il faut faire d'isolation, on en est même sûr. Ça baissera le coût des charges. Sur les écoles, c'est un peu pareil. Donc c'est vrai qu'on a mis au cœur vraiment de notre démarche l'écologie, la démocratie, par nos méthodes, on en a déjà parlé, et puis les questions de solidarité. Comment on s'adresse aux plus vulnérables, comme il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de logement sain. Voilà, et on en a rencontré. On a des jeunes qui aujourd'hui sont aussi engagés pour leur avenir. Comment on dialogue avec eux, comment on les prend au sérieux. À 16 ans, on a un certain nombre de choses à dire au monde des adultes sur la manière dont on voit leur avenir. Que ça soit sur la question de l'éducation, on était avec Youssouf un rassemblement, que ça soit sur la question de l'écologie, quelle terre on laisse à nos enfants, mais ceux qui sont déjà là. Souvent on parlait des générations futures. Mais souvent, futures. ils ont une prise de conscience. Enfin, c'est presque nos jeunes qui sont en train de réveiller les moins jeunes et les plus anciens. Et c'est très bien. Il faut être à l'écoute et ouvert à ça et même prendre si je puis dire, le flambeau pour travailler là-dessus. Alors, justement, je crois que la démarche d'Aulnay en commun, c'est à la fois des forums publics qui ont été organisés par ABC, puis il y a eu le travail de CADA qui s'est fait sur 5 ans et où ils ont produit un manifeste qui a servi de base, donc qui s'appelle Servir Aulnay, où il y a eu une réflexion d'élaborer avec des ateliers, avec les citoyens, etc. Et qui a servi aussi de base dans les ateliers qui ont été mis en place. Et puis, l'important de souligner, c'est que ces ateliers ont été mis dans différents quartiers de la ville, alors que souvent, tout est souvent centralisé au sud et il n'y a jamais rien au nord. Et du coup, ça a permis de recueillir la parole de toutes ces populations vers lesquelles souvent les exécutifs municipaux ne font pas vraiment l'effort d'aller. En fait, ce qu'on a voulu faire à travers les ateliers, c'est précisément s'adresser à l'ensemble des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut transformer cette ville pour que justement demain, on ne dise plus nord, sud, est, ouest. Réduire la fracture. Mais qu'on ait des lieux où les Aulnaysiens se retrouvent, que ce soit des lieux de culture, que ce soit des lieux associatifs, les centres sociaux, que ce soit la maison de l'environnement, que ce soit... Voilà. Et qu'on arrive à se penser aulnaysien sur notre territoire, et s'adresser aux hommes et aux femmes, quel que soit leur lieu, leur quartier, leur profession, de la même manière, avec la même exigence
exigence de propreté dans les quartiers, exigence de transport dans les quartiers, exigence de d'éclairage bien-être. suffisant, D'éclairage, ou en état de fonctionnement, des commerces, des transports, souvent ils sont isolés, des marchés. Oui. Oui. Parce que on a des Aulnésiens qui aiment leur ville. Nous on aime notre ville. Et qui ont fait un constat sur l'état de la ville qui est, c'est vrai, un petit peu différent de l'image lisse que nous présente l'équipe sortante. Alors, il y a des choses qui leur plaisent. Voilà, on y tend, mais c'est pas si rose que ça. Et pour y tendre, il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Et sur les 7 ateliers qui ont été menés, on a vraiment voulu prendre le contre-pied de ce qu'on connaît habituellement. C'est qu'habituellement, ce qu'on fait, dans des propositions, on demande aux habitants de se prononcer sur ce qu'on leur propose. On a fait tout l'inverse. On a écouté les habitants, pris leur attente, construit avec eux les propositions qu'on a mis en relief avec ce qui a été produit par le Salier Aulnay, ce qui a été produit par ABC, y compris les contributions des différents partis politiques. Donc toute cette matière-là nous a permis justement de faire des premières propositions qui rentrent dans notre triptyque et qui est vraiment la colonne vertébrale de l'Union en commun. Parce que c'est des sujets qui sont transversales et qui peuvent surtout apporter vraiment une réponse sur plusieurs difficultés. Ça a été dit sur les questions de logement, sur les questions d'éducation, sur les questions de la santé. C'est vraiment des enjeux qui sont intrinsèquement liés. Donc on a voulu justement mettre cela en relief, mais c'est pas tout. C'est pas cet atelier et c'est terminé. On a voulu poursuivre cet engagement-là. On le fait à travers les cafés citoyens qu'on organise tous les samedis matins, où les habitants viennent pousser la porte de ce local-là, nous expliquer un peu leur démarche, le ressenti qu'ils ont au quotidien, et ils enrichissent systématiquement nos propositions, parce qu'on a personne ici à la science infuse. Et on s'enrichit par ce que peut nous apporter les uns et les autres. Le projet qui va arriver prochainement est vraiment dans la continuité de ce qui a été sorti jusqu'à maintenant, et il évoluera par la suite. Ce que vous voyez à travers la démarche en commun, c'est une partie du mode de gouvernance qu'on veut mettre une fois qu'on sera aux commandes de la ville. Alors, ça, tout d'un coup, il me vient une idée comme ça. Est-ce que si vous êtes élu, vous envisageriez de maintenir cette sorte de petit déjeuner citoyen régulier chaque semaine, où les Aulnésiens qui éprouveraient le besoin d'échanger ou de parler d'un problème, etc., viennent en débattre à ce fameux petit déjeuner. Enfin, c'est tout d'un coup une idée qui me vient, parce que justement, on a eu énormément à souffrir. Moi, je peux en parler en tant qu'Aulnésienne. Je n'ai jamais obtenu des audiences demandées, que ce soit sous Ségura ou sous Béchiza, ce que je trouve inadmissible. Voilà. J'ai le souvenir d'une audience que j'ai obtenue auprès de M. Gaudron, parce qu'il recevait tous les samedis. Et franchement, chapeau. J'ai regretté que les successeurs ne fassent pas de même. Donc là, cette idée de petit déjeuner citoyen convivial en plus, serait effectivement une bonne façon de voir les rapports élus citoyens sous un autre angle que purement formaliste et guindé, et où on est dans la vraie vie. Je pense qu'on a inventé des choses. Oui. Donc, là, dans la campagne, on s'est dit, on ne va pas attendre après pour inventer des choses. On invente des choses, tirage au sort, petit déjeuner. Et donc, pour dire aux Aulnésiens, vous voyez, on n'attend pas d'être élu. Vous essayez de voir comment faire pour créer des liens. Et du coup, je trouve que cette idée de petit déjeuner citoyen, je me demande s'il ne faudrait pas carrément la maintenir après. Tout à fait. Ça revient comme ça. Les petits déjeuners, c'est un moyen de pouvoir échanger avec c'est un outil qui met convivialité. On l'a mis dans notre charte. Et puis, surtout, c'est très humain. d'échanger, Ça reste humain. Là, il y a une distance, par exemple, avec Béchiza et avec ses consorts. Je veux dire, c'est deux mondes différents qui ne se côtoient pas. Moi, c'est comme ça que je le dis. On veut faire effectivement de la politique autrement. Ouais. À nos habitants aulnésiens, je veux dire que si notre mandat, si on est élu à la mairie, on sera disponible pour les habitants. Maintenir les petits déjeuners, je pense que c'est déjà un lien très important. Et je ne sais pas comment on ne pourrait pas faire autrement. Et après, si on une prend richesse une autre idée, par exemple, qui est née dans les ateliers, c'est par exemple des conseils de quartier. Je me dis, ouais, mais si vous maintenez les conseils de quartier tels qu'ils sont, c'est pas la peine. Non. Et donc, on a commencé à réfléchir. On s'est dit, il y a un premier temps dans ces conseils de quartier de recueil des propositions des gens, ou même des petites choses, le lampadaire qui ne marche pas, le trajet pour aller au bus qui est boueux, alors qu'il suffirait de mettre une dalle, etc., etc.
et de se dire, ben, on prend un premier temps pour ça, pour les choses du quotidien. Ensuite, on va sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, des choses très, très précises, avec des méthodes en intelligence collective, où les gens ont le même temps de parole, où on ne se coupe pas la parole, on écoute, on a un temps pour se dire qu'est-ce qu'on aimerait faire, après comment on peut le faire, et après quelles sont les finances de la ville. Des choses très, très concrètes, et y compris ramener du budget participatif, ramener des choses directement auprès des habitants. Et puis ensuite, troisième temps du conseil de quartier, ben c'est le pas qu'on va faire après. C'est-à-dire quand est-ce qu'on se retrouve, pourquoi faire, et puis comment... Qu'est-ce qu'on met en place, on met en place comment, quel budget, et comment, y compris, on arrive impliquer à davantage associer les services. des citoyens, même qui puissent s'engager sur leur quartier, Bien à sûr. suivre un dossier, etc. C'est vraiment une nouvelle Devenir méthode référent. de manière de Intelligence faire, collective. Alors, et ça, on a élaboré, par exemple, tous ces textes, ils ont été élaborés par ce qu'on appelle une gestion par consentement, c'est-à-dire que ce n'est pas les meilleurs textes, mais c'est en tout cas les textes sur lesquels on s'est mis d'accord progressivement avec une équipe qui s'est agrandie. Mais justement, je voulais compléter. est-ce que, Alain, tu peux parler de la particularité de ces méthodes d'intelligence collective qui permettent en fait d'arriver à ce que des personnes qui, au départ, n'avaient pas forcément les mêmes points de vue, arrivent à converger vers quelque chose qui satisfasse tout le monde. Moi, enfin, c'est un peu ce que j'en ai retenu quand j'ai participé. Est-ce que toi, tu peux expliquer ou résumer Alors, simplement dire, souvent dans des groupes, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens restent toujours dans le même rôle. Bon, il y a celui qui est en créativité mais qui ne veut pas savoir comment ça va se faire, il y a celui qui est juste sur ça ne va pas être possible, et souvent quand on discute, on n'est pas dans le même temps. Alors, on a des techniques multiples et variées, mais il y en a une par exemple, c'est des temps, en fait, il y a le temps de la créativité, où on peut dire tout ce qu'on veut, sans qu'on soit contredit en disant ça c'est pas possible. Et puis il va y avoir un autre temps où on va être sur comment on va mettre en place un certain nombre de faisabilité. La faisabilité, et ensuite, ça moyens peut-être on ça va donne pas être possible. Voilà pourquoi, etc. Et si on est sur ces différents temps, du coup, on est dans le dialogue. Parce que chacun va pouvoir s'exprimer en même temps sur le même sujet, être écouté, être entendu, et que sa proposition soit travaillée, mais sérieusement. Il ne s'agit pas de dire non, c'est pas possible, il s'agit de dire c'est possible à telle condition. Et du coup, on a des lieux de dialogue qui sont apaisés. Pour ceux qui ont vécu des conseils de quartier, au bout d'un moment, les gens ils partent en vrille parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, qu'en gros, le projet il est arrivé comme ça, que si on dit bah, peut-être on aurait pu faire ça, on est un trouble fait, on n'est pas considéré comme citoyen, mais comme... on en a tous fait l'expérience. Alors ça c'est un exemple, mais il y en aurait d'autres qu'on pourrait donner. L'idée c'est en gros, écoute, temps de parole équivalent, quelles que soient les personnes, et puis ensuite mise en application, en action, par rapport aux questions qui ont été abordées. Rien de plus terrible que les questions qui reviennent depuis 6 ans, qui n'ont pas été traitées, et qui en plus paraissent très simples pour les citoyens à régler. Elles ne sont pas toutes simples, parce qu'il y a de la complexité dans une gestion municipale. Il y en a qui sont simples, et il faut qu'on soit en capacité de le faire dans les 2 mois. Voilà. Et on a des services d'une grande compétence, qui eux aussi ont des choses à nous apprendre sur ce qu'on peut améliorer. Parfois, leurs idées, on ne les a jamais non plus consultées sur comment faire une ville au service des Aulnésiens. Quelles sont leurs idées? Parfois, c'est resté dans les nœuds. Là, vous parlez du personnel municipal, communal, des agents qui ont des compétences. Nous, on pense qu'il y a aussi une créativité du personnel communal qui est sous-utilisée. Voilà. Moi, je l'ai vu aux espaces verts. Et il faut aussi s'appuyer sur les associations et sur les partenaires de la ville. Par exemple, la CAF du 93, elle peut être notre interlocuteur privilégié dans le domaine du social. Or, il n'y a aucune convention territoriale globale qui a été signée entre la ville de Nez-sous-Bois et la CAF du 93, alors que signer ce genre de convention permettrait d'apporter des actes de nouvelles ressources pour les Aulnésiennes, pour les familles, les parents, les enfants. Donc en fait, il faut aller chercher les ressources là où elles sont, au niveau de l'équipe municipale, et des partenariats, au niveau des agents, au niveau des associations, au niveau des partenaires institutionnels, au niveau des acteurs économiques. La richesse, elle est là, il faut aller la chercher et l'organiser justement avec ces méthodes d'intelligence collective qui permettent d'aboutir à des résultats
opérationnel, concret pour le bien-être des Onésiennes et des Onésiens. Alors, peut-être tout tu veux nous parler par exemple du lien avec le département sur les questions sociales, par exemple, les assistantes sociales. On l'a vu depuis maintenant plusieurs années, donc pour nous Béchiza, après la décision unilatérale de fermer la circonscription sur Aulnay-sous-Bois, donc ça veut dire que les personnes dans la détresse, dans la difficulté, ont plus la possibilité de se rendre dans un lieu qui était dédié sur le secteur de la ville pour pouvoir être accompagnées comme il se doit. Et donc ça c'est terrible. Parce que ça vous le restaurez si vous êtes... Ça, je m'en comprends, et d'ailleurs c'est ce qui est remonté de ces différents ateliers. Ensuite donc une ville de 86 000 habitants, 4e du département, qui n'a pas dans sa commune une circonscription, sinon c'est honteux. Donc on s'engage avec les habitants là-dessus à pouvoir vraiment mettre les conditions qui permettront justement de refaire revenir la circonscription sur Aulnay-sous-Bois. Parce que quelque chose de primordial, lorsqu'on parle de solidarité, prendre soin des uns et des autres, quel que soit son quartier, son âge, sa situation, sa nationalité, son discrimination, c'est ça aussi un engagement qu'il faut prendre et qui permet justement de décloisonner et faire en sorte que tout un chacun se sente investi, écouté. Et donc c'est l'une des mesures là-dessus qu'on souhaite faire, y compris accompagner dans la parentalité, parce que c'est bien beau de vouloir mettre des caméras partout, des policiers partout, etc. Sauf qu'on a des réalités très concrètes qui sont là. Des personnes qui, le premier du mois, commencent le 15. Des personnes qui sont isolées. Et donc, il faut les prendre. C'est une question très importante qu'il faut prendre en considération. C'est une question humaine et puis ça fait partie de la solidarité qui est inscrite dans notre devise. Lorsqu'on se présente au suffrage des habitants, on est censé justement pouvoir refléter leur vécu. Ça a été dit tout à l'heure par Chabia, par Alain, par Sylvie, sur la question du logement, les passoires énergétiques, sur la question des transports, sur la question de l'emploi. Donc on se doit justement de sortir justement de ces grandes phrases ou ces grandes surenchères, surtout travailler sur du concret. Partir de la réalité vécue au quotidien par ces personnes-là, et on le voit à travers nos différents quartiers, à travers nos échanges et nos emplois, on peut avoir les uns et les autres. C'est ça que les gens attendent, que l'habitant soit vraiment mis au cœur de la décision. Nous, on est simplement des représentants, et le politique, au sens noble du terme, c'est l'habitant, et c'est ça qu'on souhaite remettre au cœur du sujet avec un lien en commun. Alors, il y a les méthodes d'intelligence collective dont on a parlé tout à l'heure, et il y a aussi l'ensemble des dispositifs prévus par la Constitution et par la loi, qui prévoient non pas le RIC, puisqu'il n'a pas d'existence légale, mais qui prévoit les consultations à l'initiative des exécutifs territoriaux ou à l'initiative aussi des habitants, qui prévoit le droit de pétition pour inscrire des questions à l'ordre du jour, et qui prévoit aussi le référendum local. Voilà, donc, pour mettre les sujets en débat public. Exactement. Et quand on organise un référendum, bien évidemment, il doit y avoir eu tout un travail préparatoire, de débat, de confrontation d'idées, d'explication, exactement, avant de parvenir au vote dans le cadre d'un référendum local. Qui est une sorte d'aide à la prise de décision. Exactement. Parce que pour pouvoir décider, il faut comprendre tous les enjeux, les tenants et les aboutissants du problème. Sachant qu'un référendum, c'est pas forcément une question fermée à laquelle on répond par oui ou par non. On peut se prononcer aussi sur différentes options. Donc on voit qu'il y a différentes méthodes, différents outils, voilà, différents outils constitutionnels et législatifs. La plupart du temps, ils ne sont pas appliqués par les exécutifs territoriaux, et c'est bien dommage, parce que ça correspond à une revendication extrêmement forte de nos concitoyens, et nous, ce que nous voulons, c'est les mettre en œuvre pour justement les remettre répondre à cette exigence de la société civile qui se manifeste depuis un certain temps. Tout à fait. C'est aux Onésiennes et aux Onésiens de décider des orientations, de décider des orientations budgétaires, des orientations politiques et des orientations budgétaires. Et nous, on veut leur redonner ce pouvoir. Alors, justement, les ateliers et les forums qui ont été menés vous ont permis de faire des constats avec les habitants, des constats sur la ville. Et qu'est-ce que vous retirez de tous ces ateliers et qui vous donnent, qui vous mettent en mesure de faire des propositions d'amélioration? Parce que c'est toujours pour améliorer, en général, quand on s'exprime. Donc, concernant les services publics, qui concernent donc la santé, les transports, l'école, l'emploi, quel regard portez-vous sur ce qui a été fait au niveau des services publics, là,
sur les derniers mandats. Je crois que ce qu'on a beaucoup ressenti, c'est ce besoin, et notamment des parents, de simplification. C'est-à-dire comment j'inscris mes enfants à l'école, comment je les inscris à la cantine, comment je les inscris au conservatoire, ces 3 démarches différentes, et puis ces 2 guichets, et puis j'ai oublié un papier, il faut que je retourne une 3e fois, et puis voilà, donc demande de simplification déjà. Et puis demande peut-être d'adaptation en termes d'horaire, en termes de capacité, y compris peut-être avec un guichet unique à répondre aux questions simples parfois que se posent les Aulnésiens. Donc simplification et surtout aide. On parlait de surveillance, oui, ok. C'est pas la surveillance qui va aider les Aulnésiens, c'est comment nous, on les accompagne, on les accompagne, on les aide, on les intègre aussi dans les différentes structures de la ville, qu'on soit âgé, qu'on soit jeune. On a par exemple sur les services publics des seniors. On nous a dit mais moi j'ai 86 ans. Pourquoi je serais obligé de faire des activités imposées? Pourquoi je ne serais pas dans un comité des usagers? Pourquoi on ne me demanderait pas ce que j'ai comme expérience de la vie qui pourrait être au service des Aulnésiens? Donc comment, à partir d'un certain âge, ils ont un peu l'impression qu'ils passent dans le temps du loisir et plus dans le temps de la citoyenneté. Voilà, donc service public. Il y a peut-être moyen de combiner les deux. Exactement, les comités des usagers. Et puis on a eu aussi peut-être, Chabia veut en parler sur le... Il faut... Sur la question homme-femme, l'égalité aussi, enfin, c'est remonté dans les ateliers autour des... Voilà, comment on assure l'égalité, y compris en termes de territoire, pour les jeunes filles, pour les... Voilà. Et donc, je ne sais pas si tu peux dire un mot peut-être là-dessus. Je voulais revenir sur, par rapport au service public, dans un premier temps, et en deuxième temps, l'égalité des femmes. Le service public, c'est avant tout, nous, en tant que citoyens aunésiens, enfin, même à l'échelle nationale, il faut véritablement le défendre. Il faut le défendre. Ça, c'est une priorité. Voilà. Impliquer aussi le citoyen. Impliquer, ça veut dire l'informer et qu'il participe justement. S'il y a un service public qui se ferme, il y a quelque chose qui se ferme, une crèche, etc., il ne faut pas hésiter, il faut que les citoyens se mobilisent aussi pour nous faire remonter l'information. Il y a des mobilisations à l'heure actuelle partout en France. C'est pas pour autant qu'il y a des réponses, les réponses souhaitées. C'est vrai que quand on est un contribuable, on s'attend quand même à avoir des services publics. Et là, toutes ces dernières années, tout ce qu'on a vu, c'est la réduction aussi bien quantitative que qualitative des services publics. Et donc la question, elle se pose aussi à Aulnay. Parce que, par exemple, moi je fréquentais beaucoup le CMES. Il y a encore 10 ans, le CMES était plein de monde, il fallait même prendre un ticket pour passer, etc. Là, quand on y va, c'est désert, c'est mort, c'est silencieux, il n'y a plus rien. C'est pas normal. Moi, maintenant, je ne vous cache pas, je vais me soigner à Paris. Ça me fait mal au cœur de payer des impôts ici et de voir que je ne peux pas me soigner ici. Alors effectivement, il y a des marges de manœuvre. Par exemple, il y a un centre de santé aussi dans le Nord et un des médecins va partir à la retraite et les autres risquent de devoir fermer parce que s'il n'est pas remplacé, les charges sont tellement importantes que du coup ils vont devoir fermer. Donc nous, on doit aussi réfléchir à la fiscalité qui pèse sur les acteurs économiques. Par exemple, la CFE, la cotisation foncière des entreprises, a beaucoup augmenté à Aulnay-sous-Bois, alors qu'elle était déjà parmi les plus élevées sur le territoire. Et on nous dit que les impôts n'augmentent pas, c'est faux. Les impôts des particuliers, peut-être, qui n'ont pas augmenté. Par contre, les impôts qui pèsent sur les acteurs économiques, eux, ont considérablement augmenté. Et donc, il faut aussi un rééquilibrage. Parce que si on veut avoir un développement économique sur la ville, un véritable dynamisme, alors il faut aussi agir sur le levier fiscal intelligemment. Et puis quand on dit les impôts vont pas augmenter, les gens ils ont regardé la facture de la cantine, ils ont regardé les spectacles après-verre. En fait, on a déplacé aux usagers. Or, là, par exemple, sur la culture, si on veut qu'il y ait un maximum de gens qui viennent, il faut que la collectivité prenne en charge un certain nombre
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, mais ça s'est traduit par une baisse quantitative et qualitative des services. Donc on le paye d'une certaine manière. J'irai même plus loin, c'est qu'on a fait payer les usagers, les simples usagers, comme Alain le dit, qu'on augmente la tarification dans les cantines, dans les périscolaires, sur les prestations culturelles, associatives, c'est des impôts déguisés en réalité. Oui. Et par ailleurs, comme tu l'as si bien indiqué, pour quel type de prestation elle a pas augmenté, voire elle a baissé. Alors qu'on regarde par exemple typiquement, on prend l'exemple de l'IFAC sur la gestion notamment de la cantine et des centres de loisirs, on a quand même, c'est le premier budget de 11 millions d'euros. Donc c'est une double peine pour les familles, donc on peut beaucoup mieux faire. Et donc c'est aussi, quand on n'écoute pas la population, qui sont les premiers concernés, donc forcément on arrive à cela sur des contradictions qui sont notoires. Et donc nous on prend le contre-pied tout ça en se disant, demain typiquement, ce qui est remonté par beaucoup de femmes, de mères et de pères de famille, c'est que on a à choisir, ils ont dû reprendre leurs gamins parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir mettre 2-3 enfants à la cantine. Or, pour beaucoup de familles, il y en avait justement, c'était l'occasion de découvrir de nouveaux produits, de manger des produits bio. Donc c'était vraiment un enseignement à une alimentation plus équilibrée. Et puis aussi, ça permettait aux familles qui n'étaient pas très favorisées d'avoir au moins un repas à peu près équilibré par jour. Et ça, on le sait lorsqu'on connaît bien sa population, lorsqu'on est attentif, on est auprès des gens et qu'on comprend ce que c'est que ce que font Aulnay, parce que Aulnay, c'est pas la ville qui fait les habitants, mais c'est contraire, ce sont les habitants qui font une ville. Et donc il faut s'appuyer sur ces personnes-là qui connaissent au mieux ce qu'on appelle les experts du quotidien, qui sont ces habitants-là, sur lesquels il faut qu'on puisse réapprendre à s'enrichir d'eux et rester à hauteur vue, qui nous permet justement de prendre les meilleures décisions et pour l'intérêt général. Je voudrais compléter ce que dit Youssouf, c'est très intéressant et très important. C'est qu'au-delà de ça, il faut, et notamment par rapport à l'accès aux services publics, c'est le matérialiser par une proposition d'un ajout d'une demi-part pour le calcul du quotient familial. Ça, c'est un élément aussi qui peut faire baisser la note pour les familles. Exactement, voilà, pour notamment les familles monoparentales. C'est pour compléter ce que vient de dire Youssouf. Et vas-y, termine. Sauf si tu... Non, termine. Voilà. Après, c'est sans transition pour revenir justement à la question des droits des femmes. Donc, en clair, vous êtes pour des services publics au service des Aulnaysiens de qualité et suffisant en quantité. Exactement. Par rapport à la population. Pas de suppression pour tous les quartiers. Oui. Alors après, on va nous dire, au secours, la gauche revient, les impôts vont flamber, mais il n'y a pas forcément besoin d'augmenter considérablement, d'augmenter les impôts pour améliorer la qualité d'un service public. Je pense par exemple à la sécurité publique. Tout le monde sait, tous les professionnels savent que le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance fonctionne mal. Parce qu'il est mal animé, mal géré. Voilà, tout le monde s'en plaint. Alors que pourtant la sécurité c'est censé être une priorité de cette mandature. Il suffit juste de faire en sorte qu'avec les méthodes d'intelligence collective dont on a parlé précédemment, on puisse beaucoup mieux organiser, beaucoup mieux faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs concernés par cette problématique de la sécurité, de la prévention de la délinquance et de la radicalité. Et rationaliser les dépenses. Par la sécurité. Mais au-delà des dépenses, en faisant mieux travailler les gens ensemble, on gagne en efficacité. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est sortir d'une logique purement institutionnelle et rapprocher les CLSPD, donc les comités locaux, du terrain, en faisant des groupes de travail, des groupes beaucoup plus de proximité qui peuvent impliquer les citoyens dans des conditions extrêmement strictes, bien évidemment, puisque ce sont des sujets sensibles. On manipule des données individuelles sur des sujets sensibles. Donc si on implique des citoyens, il faut qu'ils signent une charte qui les engage à un secret professionnel strict et qu'ils soient parfaitement au courant des sanctions civiles et pénales et qu'ils risqueraient s'ils enfreignaient leurs obligations. Et il serait possible aussi d'ouvrir annuellement ce CLSPD à la population pour que les gens puissent être en contact
contact avec leurs différentes institutions dans les différents domaines. Là, je prends l'exemple de la sécurité parce que c'est un sujet très important pour nous, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La sécurité est l'un des premiers droits de l'homme. Donc, du coup, nous traiterons avec beaucoup d'efficacité ce sujet-là, mais en impliquant l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, qu'il s'agisse de la justice et de la protection des mineurs, qu'il s'agisse des transports, enfin bref, l'ensemble des acteurs concernés par le sujet. Et nous ferons ainsi de suite pour l'ensemble des domaines de compétences de la ville. Et en plus, on est vraiment sur un triptyque, c'est-à-dire à la fois sur la prévention. La prévention, c'est large, c'est les questions de culture, c'est les questions d'éducation, c'est les questions de prévention des risques. Par exemple, rappelons quand même que 6 heures de fermeture de la piscine, en termes de prévention des risques par rapport à nos enfants, c'est juste une catastrophe. Et puis, il y a des questions d'insécurité routière qu'il faut qu'on regarde aussi. Et je pense que y compris les policiers municipaux, ils peuvent jouer un rôle dans le dialogue avec la population sur comment mieux vivre entre vélo et voiture, sur la question aussi justement de l'éducation au vélo. Je pense ça passe effectivement par l'éducation et le civisme. L'éducation au civisme, on le retrouve un peu partout. Et puis le dernier point qui nous semble aussi important, c'est en lien là encore avec l'école, mais c'est aussi en lien avec une agriculture de proximité, c'est la sécurité alimentaire. C'est-à-dire comment on garantit à nos enfants et à nos anciens, parce qu'en général c'est les deux qui mangent à la cantine, comment on garantit une alimentation de qualité, mais aussi de proximité. Et donc nous, dans nos propositions, on propose une régie municipale de l'alimentation en lien avec le projet Karma, en lien avec le projet de ferme urbaine sur le Saucet, et y compris en lien avec les serres municipales. Je voudrais en dire un mot quand même aux Aulnaisiens qui nous écoutent. Alors justement, ça nous permet d'embrayer sur l'environnement, le réchauffement climatique, la biodiversité et effectivement le circuit alimentaire. Voilà, donc en fait, pourquoi on s'occupe, on a parlé du vélo, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la sécurité, on a parlé de beaucoup de sujets qui en fait ont un lien entre eux. Souvent ce lien, c'est le bien-être, c'est-à-dire comment, il faut que, très, très clairement, nous on n'est pas dans le tout sécuritaire avec des caméras partout qui vous surveillent, on est plutôt dans l'humain, il faut remettre de l'humain. Il faut que nos policiers municipaux, d'ailleurs, ils le réclament, qu'ils soient au contact et non pas bardés de toute une série d'armes, de menottes, de machins, mais dans cette capacité d'écoute, d'empathie et de dialogue. De sympathie aussi. Oui, parce que moi j'en croise, ils sont tout à fait sympathiques, sauf que le lien avec les jeunes est toujours difficile, donc c'est aussi ce rapprochement entre les jeunes et la police. Sur les serres municipales, et puis je voudrais quand même dire aux Aulnaisiens quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit verdissement de l'ensemble des programmes des partis, que ce soit les Républicains ou que ce soit d'En Marche. Dans la réalité, les serres municipales, aujourd'hui, elles sont passées en zone constructible. Vous saviez, elles sont passées en zone constructible en 2015. Monsieur Béchiza, avec sa majorité de l'époque, donc chacun regardera quelle était sa majorité de l'époque, eh bien, a passé les serres municipales et les terrains des espaces verts, là où on cultive notamment les chrysanthèmes, mais on pourrait en faire autre chose, en zone de construction à haut gabarit, plus de 20 mètres. Et aujourd'hui, on vient de nous parler de l'environnement, d'une ville où il fait bon vivre. Donc je crois qu'il faut vraiment, et les Aulnaisiens s'en sont rendus compte, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans la caricature de la ville d'Aulnay, parce que bon, on l'aime. On ne va pas sur les plateaux télé pour décrier l'insécurité en Seine-Saint-Denis comme l'a fait M. Béchiza. Par contre, on n'est pas non plus dans tout va bien dans le meilleur des mondes. On voit bien qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Et si on part sur les questions d'environnement, on voit bien les canicules, donc les problèmes que ça pose en termes de rafraîchissement. On voit tous les étés de l'eau qui part des bouches de pompiers. Parce qu'il n'y a pas de piscine. Pas de piscine, pas de zone de jeu ou alors qui se réduisent en peau de chagrin. Des parcs qui sont menacés, les serres municipales qui sont menacées. Nous, on a vraiment décidé qu'on mettrait l'ensemble de nos politiques au service du bien-être des habitants, et notamment comment on va faire face au changement climatique. Ça, c'est devant nous. C'est même maintenant.
C'est devant nous, mais c'est Ben, maintenant. on le voit. Je crois que tout le monde, même au sein de la société civile, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir continuer C'est ça. à consommer comme on le fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà modifié beaucoup de choses, mais ça se fait presque naturellement. Ça se fait. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'il faut les deux. Il faut votre Oui. action, l'action des Voilà. citoyens, ce qu'on appelle Voilà. les petits gestes, mais Mais c'est aussi une philosophie de vie. Et avec l'éducation des élus, enfin avec la Exactement. visibilité qu'ils peuvent avoir à Formation. plus long terme. Formation à la changement climatique, Voilà. ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la ville? Mm. On a parlé des serres municipales, on a parlé d'éducation des écoles, on peut Des gagner en jardins gain de chauffage. partagés, des jardins partagés par Jardin exemple. partagé, végétalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a des choses à faire qui peuvent tout à la fois lier deux choses, et Sylvie y est très sensible, c'est lier fin de mois et fin du monde. Ouais. Fin du monde, ça fait un peu peur. Non, De mais- ce monde-là, de ce monde du monde-là, pétrole. exactement. hein. Et Justement donc, pour pas que ce soit comment on s'y prend pour se dire, bah, tiens, je peux faire gagner de l'argent aux citoyens en faisant de l'isolation, en faisant en sorte qu'ils utilisent moins d'eau, parce qu'on va mettre des petits robinets. D'ailleurs, le conseil départemental a lancé toute une campagne là-dessus. Et on sera des partenaires du conseil départemental, contrairement à cette municipalité. Voilà, il y a des choses à faire, des petits gestes au collectif, prendre en charge. Dans nos ateliers, on dit, ben, moi j'aimerais bien aller à Intermarché Chantilly, j'aimerais bien aller au marché de la Rose des Vents, mais j'y vais comment? J'ai pas de véhicule. Navette, voilà, petit véhicule propre, il faut investir. La mobilité à l'intérieur de la ville, quoi. Oui, C'est vrai c'est que- tout à fait, c'est ça. Pour les gens des quartiers nord, je trouve que c'est très très dur de circuler. Ils galèrent, ils attendent Et quand longtemps vous leur êtes bus. à la limite d'Aulnay au canal de l'Aury, Mm. aller au marché, c'est pas évident. Alors, il y a Mais oui, il y a le oui, 637, je mais crois, qui c'est circule, étendu. fait la boucle, C'est Voilà, bah, très c'est très grand. On peut kilomètre pas sur faire quatre, tout à quoi. pied. Non. Le problème, c'est que c'est une ville. Moi, je ferai volontiers. J'aime beaucoup marcher, mais il y a des fois, c'est pas. Ça fait Ça comme aussi, on nous l'a dit, ça manque de bancs. Ouais. Les gens, ils veulent bien, Ah ouais. voilà, mais sauf que parfois, ils Bah là, ont je des m'en problèmes suis de santé. aperçue quand j'avais mes cannes et que je marchais boulevard de Strasbourg. Ils ont refait des massifs, mais il n'y a plus de bancs. Alors, C'est ça. bon, c'est- Et c'est pour notamment éloigner les plus vulnérables, là encore. On ne veut pas voir la pauvreté. On ne Ouais. veut pas voir que. non, on la camoufle. on Mais veut- c'est pas, on veut c'est la- pas aux pauvres qu'il faut faire la guerre, c'est à la pauvreté. Tout à fait. Il ne faut pas Et se en tromper de plus- combat. Et en plus, il y avait ce monsieur qui maintenant est décédé, qui était tout à fait sympathique et qui ne gênait absolument Non. personne devant le Monoprix. Non, je sais, Il mais il y en a un absolument autre. Hein. personne. Et Il y en a un autre qui a pris le relais et du coup, il est par terre, lui. Oui, Ah oui. et Ben ouais. c'est bien dommage. Ben, on n'est pas humain. Voilà. On n'est pas Eh humain. bien, Mais nous bon. tâcherons Après, de ce l'être. sont des choix. Hein. C'est clair, Béchiza, il a fait le choix de faire la guerre aux pauvres, pas à la pauvreté. Voilà, il règle le problème comme ça. Bon. Donc, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir dit tout ce que vous vouliez par rapport à l'environnement, à la biodiversité, au réchauffement? On avait plein de choses à dire, mais On pas avait ce plein de sujet-là. choses, ouais. De toute façon, on lit Alors, les ouais. sujets. Sur Et le- chacun peut Je rajouter un voulais point. juste Oui. rajouter Quelque chose. par rapport à le territoire sur Aulnay. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte véritablement, c'est qu'il y a une ligne rouge en fait, une espèce de ligne rouge entre les quartiers sud et les quartiers nord. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut vraiment, pousser et mettre en place, si on arrive à la commune, c'est ne plus avoir ce clivage en fait. Le parcours sud, le parcours nord, c'est plus possible parce qu'on a l'impression qu'en fait, le Aulnay Nord, c'est ghettoisé. Oui, C'est Là- complètement ghettoisé. mais même, Pas plus tard. il y a des Oui. idées préconçues sur Et- le oui. Nord. Parce que moi-même, bon, ça fait des années que je suis à Aulnay, mais je me souviens que je n'osais pas aller au Nord toute seule. Voilà. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, oh, faut que tu viennes au marché d'Aulnay, tout ça. Je dis, bah, tu me montres, tout ça. J'ai adoré. Et après, j'y suis allée toute seule. Mais parce que tout le monde disait, oh là là, faut pas aller à Aulnay Nord. Et en fait, les gens d'Aulnay Nord, ils sont sont normaux. non seulement ça, mais ils sont très gentils, très fraternels, très conviviaux. On n'a pas du tout le même état d'esprit dans ces marchés au nord et les marchés du sud. Donc voilà, on part sur des idées souvent préconçues. Ce ressenti, nous on a eu l'occasion, par rapport à notre démarche participative, d'aller
au sein de ces quartiers, d'échanger. Et c'est vraiment ce qui paraît aujourd'hui, hein. C'est véritablement ça. Et donc nous, j'espère qu'on va avoir cette force pour ne plus avoir ce clivage. Et il faut que ces quartiers puissent, mais véritablement, humainement communiquer. Qu'il n'y ait plus à un moment donné des 3000, des problèmes de parking, et qu'on les gère uniquement du côté sud et pas du côté nord. Voilà, il faut vraiment se pencher sur cette question, parce que là, on est en train, ce qui se passe, en tout cas sous la mandature on en fait des de quartiers Béchiza, de relégation. on en fait des quartiers isolés, où malheureusement, c'est dans ce type de configuration où naissent l'isolement et le sujet même véritablement qu'il va falloir à un moment donné traiter, c'est le communautarisme. Ouais. Voilà. Donc les populations, il faut qu'elles arrivent à communiquer ensemble. On est tous des citoyens du nord, du sud, peu importe. Il faut des échanges diversifiés, il faut de la diversité et il faut arriver par tous les moyens à ce que justement Aulnay ne puisse faire qu'un seul bloc. Voilà notre objectif. Enfin, en tout cas, notre objectif commun. J'espère qu'il ira dans ce sens. En tout cas, je pense que c'est important justement de dire qu'on sera les élus de l'ensemble des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes. Ouais. Parce qu'on a un peu l'impression parfois qu'on en oublie certains. Ça veut dire aussi qu'on veut mettre des méthodes en place où les critères seront connus. Critères pour les logements, critères pour les crèches, c'est-à-dire que il y aura des règles précises pour que les gens qui ne permettront pas les passe-droits, le clientélisme, le favoritisme. Ça c'est très important dans l'ambiance d'une ville. C'est-à-dire que quand ça fait 3 ans que vous êtes dans un logement, que vous voyez quelqu'un qui vous passe devant, ça questionne, ça agace et ça provoque... C'est très injuste, surtout on se bat pour la justice. Exactement. Et ça provoque une espèce de ressentiment, de colère. Ouais. Voilà. Alors quand les règles sont là, sont connues, sont posées sur la table, elles sont les mêmes pour tous et toutes, eh bien d'abord on gagne en temps. Et en plus, ça assainit le climat, Et on gagne en confiance. Parce que ce qu'on veut gagner, c'est la confiance des citoyens. Et la mériter. Et la mériter, bien évidemment. Et surtout, une entière transparence. Dans toutes les questions, notamment sur le logement, sur les attributions, sur les commissions, comment, et puis surtout communiquer avec la population. Et sur les recrutements. Après ça c'est important. C'est un autre... C'est vraiment une exigence de transparence et on va le mettre à tous les niveaux, y compris on le voit notamment comment on octroie une salle à telle association plutôt qu'une autre. Ouais. Et le patrimoine de la ville, dans tout ça. Une vraie équité dans la répartition. L'idée c'est d'objectiver, comme l'a dit Alain, les différents critères, que ce soit connu vraiment de tous et qu'on puisse vraiment avancer. Voilà. Une personne qui n'aura pas un local, voir comment on peut mutualiser des biens. Sur les places en crèche, sur les subventions d'associations, donc tout cela, ça sera posé sur la table. Et donc, les gens, ce qu'ils demandent, c'est de l'équité et un traitement qui soit identique pour tous. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a la confiance qui s'installe, les uns et les autres comprennent parfaitement. Mais si vous mettez justement des critères qui sont opaques, lorsque vous réclamez des documents municipaux pour rechercher un tel ou tel élément que vous ne l'avez pas, donc ça crée de la frustration, ça crée un sentiment que certains sont au-dessus de la loi, ça crée... oui, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu faire. Et donc, il faut qu'on sorte de tout cela. Donc nous, on est justement, et comme on vous l'a dit, c'est que les 2 documents qu'on a à l'arrière, c'est vraiment notre boussole. Nous permettra demain de pouvoir gérer cette ville en toute transparence. Et c'est cette transparence-là qu'on veut la mettre comme marque de fabrique sur toute la ville, et que toutes les personnes qui souhaitent s'engager, partir dans telle commission, etc., ils pourraient le faire en toute transparence et en toute connaissance. C'est-à-dire que ça met en avant le fait qu'il n'y aura plus d'arbitraire dans la gestion de la ville. C'est insupportable. C'est insupportable, exactement. Et on va aller très loin. Donc, Youssouf a parlé du code déontologique, effectivement, qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme, qui fait référence également aux chartes
dans Anticor et Transparency International. Mais on sait que même si on les signe et même si on dit que ça nous engage vis-à-vis de la population, ça ne suffit pas. Donc on va mettre aussi en place des dispositifs. On va, pour aller plus loin. Pour aller beaucoup plus loin. Pour voir comment effectivement endiguer tous les petits contournements qui peuvent avoir lieu. Le droit doit évoluer. Exactement, et les pratiques. Donc on va embaucher, on va créer un poste de référent en déontologie et de référent anticorruption qui vont conseiller les élus, les agents, mais également être au service des habitants qui pourraient se sentir lésés par les agissements d'élus et ou d'agents de la mairie ou d'organismes dépendants de la municipalité. Ça, c'est très important. Et ce qu'on va faire aussi, c'est mettre en place une commission de déontologie qui sera ouverte aussi aux habitants et qui pourra décider, par exemple, de la démission d'un élu s'il ne respecte pas le code déontologique. Donc pour nous, c'est très important qu'on fasse partir un élu qui ne serait pas suffisamment intègre, voilà. Et qui pourra décider également d'enquêtes internes. Par exemple, on a entendu des rumeurs sur des cas de corruption dans l'attribution de logements sociaux. Donc ce sont des affaires qui sont en cours auprès de la justice, mais il n'y a jamais eu d'enquête interne. Nous pensons que dès qu'il y a ne serait-ce qu'une suspicion, il faut faire une enquête interne pour objectiver la situation et ensuite pouvoir communiquer auprès de la population. On aura aussi un administrateur général des données qui devra garantir notamment l'ouverture des données et des documents publics par défaut. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'un citoyen ou une citoyenne soit obligé de saisir la CADA ou le tribunal administratif pour accéder à ce qui est public. La publication par défaut des documents et des données doit être mise en œuvre le plus rapidement possible. Doit être effective et ce sera le travail de cet administrateur général des données. Donc ça c'est pour... bon voilà. La pause. Alors, vous avez parlé des accusations de corruption HLM. Maintenant, ce serait bien d'aborder le fait que la Chambre régionale des comptes a constaté et souligné des irrégularités dans la gestion des ressources humaines, à la fois sous le mandat de Ségura et sous le mandat de Béchliza, puisque c'est à cheval sur les deux mandats. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Très clairement, nous, on souhaite qu'on soit pleinement dans une gestion humaine, soucieuse, d'équité, soucieuse de respect aussi, simplement de la grille des salaires de la fonction publique. Je pense que, et puis que les embauches soient faites sur les compétences, bien évidemment, la formation et sur le statut du poste qui est demandé. Donc ça, très clairement, on sera particulièrement sensible sur ces choses-là parce que ça crée non seulement un sentiment de déséquilibre et une colère chez les gens qui sont victimes de ce genre de comportement. Donc vraiment, ce qu'on a dit sur la population, ce dialogue avec les habitants, on veut le retrouver. Avec les agents, avec leurs représentants syndicaux, voilà. Il faut qu'on soit à l'écoute à la fois des revendications de tout ordre. Il va falloir qu'on regarde de façon très importante, notamment on fera un audit du budget par exemple pour voir où on en est, et puis ensuite il faut qu'on regarde avec les agents quelles sont les idées qui peuvent augmenter leur capacité d'inventivité, d'être mieux dans leur plus à leur place dans leur travail. Voilà. Et pour ceux qui postuleraient en mairie, parce qu'il y a aussi les nouveaux entrants,
il faut quand même savoir que dans les ressources humaines, quand c'est une collectivité territoriale, la collectivité est tenue de respecter les statuts. Tout est fléché. Les statuts, les lois, les décrets et les circulaires. Et là, sur Aulnay, on peut dire que aucun de ces critères, loi, décret, circulaire et statut, n'a été respecté. J'en suis certaine sur un recrutement pour Ségura. Je suppose qu'il y en a eu d'autres, mais j'ai peut-être été la seule à râler. Je me doute qu'il y en a eu aussi sous Béchiza. Ce sera à vérifier. De toute façon, on regardera les anomalies de manière à les traiter et à les prévenir. Voilà, exactement. Et on préviendra. Parce que normalement, ça a été très très bien pensé. Hein. Les lois, les statuts, c'est pas sorti du chapeau d'un fou. Il faut se sortir de je m'arrange avec les lois, j'embauche mes amis. Je pense que ça, il faut être très clair là-dessus. Hein. Pas de passe droit. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui se retrouvent lésées, gravement lésées, et qu'elles méritent réparation. Il faut répondre scrupuleusement au droit. Ouais. Alors maintenant, il y a un autre point auquel on est confronté à Aulnay, ce sont ces procès-baillons. Je crois que Bruno Béchiza, on est à 17 procès-baillons. Ce travail a été fait par les blogueurs de Mon Aulnay. Hein, donc merci pour ce travail aux blogueurs. Ils ont résumé, etc. On ne sait même pas combien ça coûte. Et c'est fait avec l'argent des contribuables. Et il y a une espèce de complaisance insupportable pour le citoyen de la part de la majorité à l'égard de Béchiza qui obtient systématiquement la protection fonctionnelle alors qu'il attaque des personnes qui n'ont pas ces moyens. Il doit gagner 10 ou 15 fois ce que gagnent les personnes qu'il attaque et il les attaque pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas que ces personnes le contredisent ou disent des choses qui effectivement écornent son image. Voilà. Donc dans le pays des droits de l'homme, ça paraît assez contradictoire et choquant. Oussouf, je crois que tu as des choses à dire là-dessus. Effectivement, tu as bien dressé le tableau, à savoir la liberté d'expression sur Aulnay. On ne peut pas considérer qu'une personne qui ne pense pas comme soi soit un opposant. Avec Béchiza, c'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Et donc demain, ça changera très, très clairement. La critique fait partie de la démocratie. Et parfois, même souvent, c'est à travers la critique qu'on permet de nous améliorer, on évolue. Prendre en considération l'ensemble des avis, parce qu'encore une fois, personne n'a la science infuse dans ce pays-là. Et donc le fait d'utiliser l'argent du contribuable pour se défendre, pour attaquer des personnes qui ont eu comme seul tort de pouvoir proposer une alternative ou dire autre chose de ce que dit la propagande municipale. Et donc je trouve que c'est scandaleux. Et quand on regarde d'ailleurs pour quel résultat, la plupart des procès ont été perdus à Bruno Béchiza. Et donc aujourd'hui, qui nous disent très clairement, c'est une exigence de transparence, combien ont coûté ces procès-là à la commune. Et je l'ai demandé plusieurs fois. Et que par décence, qu'ils puissent au moins rembourser ces frais-là qui ont été attentés à des blogueurs ou à des élus. Donc, dans quel monde on est? On est en Aulnay-sous-Bois, et donc il faut laisser les gens dire ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils ont envie de poursuivre dans le cadre de la loi. Si jamais ces personnes-là sortaient du clou, donc libre à eux en tant que maire, s'ils se sont diffamés, de pouvoir les porter auprès de la justice. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces personnes-là ont simplement dit quelque chose qui allait à l'encontre de ce que pensait Bruno Béchiza, et il faut l'entendre, ces personnes qui vont le dire, sinon on est des adultes quand même les uns et les autres. Si jamais Bruno Béchiza se sent lésé, il peut passer un coup de fil à ces personnes en disant soit vous retirez votre article parce que c'est une atteinte à ma vie privée, ou alors c'est de la diffamation et compagnie, donc ça peut le faire. Mais en fait, il procède par principe, donc, il attaque pour diffamation et injure. Et on le sait pertinemment parce que c'est une mise en examen automatique. Même s'il n'y a pas eu. Et c'est des frais automatiques. Encore la semaine dernière, j'ai une mise en garde. Et donc là-dessus, nous très clairement, ces méthodes-là, nous n'en voulons pas, et nous ferons en sorte justement qu'il y ait des espaces de liberté, pour que les uns et les autres puissent justement, c'était là par l'un, par on a le droit d'exprimer une opinion, de critiquer ou de dénoncer des choses. Parce que vous voyez, donc en 6 ans, ça a coûté vraiment 17 procès. Ouais, c'est énorme. Déjà, lorsque les personnes concernées c'était devant le juge, ils en avaient marre à chaque fois de devoir revenir à Aulnay-sous-Bois, etc. Parce qu'en même temps, ça prend de la place pour d'autres affaires qui sont beaucoup plus importantes que celle-ci. On instrumentalise une justice qui est surbookée. C'est ça. Donc quand on est élu, on est responsable. Et donc quand on est responsable, on fait attention comment on utilise les données publiques. Donc Béchiza aime bien dire qu'il est un bon père de famille qui gère le budget en bon père de famille. Je suis désolé, lorsqu'on voit où part une partie de ce budget-là,
on va beaucoup se poser des questions sur la manière... Moi, j'aimerais bien savoir les sommes qui ont été dépensées et savoir tout ce qui a été soustrait de nos services publics. Ça a été systématiquement demandé par les élus de l'opposition au conseil municipal. On n'a jamais eu une réponse très clairement établie par Bruno Béchiza sur ces questions-là, là-dessus, et donc on l'exigera encore une fois jusqu'à la fin de cette mandature. Et pour le coup, donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc, où les Olnésiens aussi n'ont plus confiance en cela, c'est qu'ils voient où part l'argent, et lorsqu'on demande justement des comptes, bah là, il est prompt à pouvoir donner des leçons de morale aux uns et aux autres là-dessus, mais lorsqu'il s'agit de faire la transparence de l'utilisation des bons publics, c'est la plus grande honte. Mais il y a beaucoup d'Olnésiens qui ignorent que Béchiza a fait des procès. Parce que moi, quand je parle avec les gens sur le marché, quand je leur demande s'ils sont au courant qu'il y a des... Ah bon non. Les gens ne savent pas. Disons que c'est pas dans l'oxygène. Non, voilà. Mais en tout cas, tu vois, tu nous dis ce que l'on fera dans le cadre de notre code déontologique et éthique. On fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est absolument magnifique. Oui. Et qui, dans son article 11, je vous le dis parce qu'il est trop beau, l'article 11 dit que la libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette loi dans les cas déterminés par la loi. Il faut rajouter aussi que le droit constitutionnel, en fait, il y a un accès au sport, aux équipements, et aussi, à l'échelle municipale, mettre en évidence et mettre en place un protocole contre le harcèlement sexiste, ça c'est important, c'est très important, au travail et à destination du personnel communal. Voilà, et j'en ai fini par cette grande question parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à dire et à faire. Et surtout à agir ensemble pour cette égalité homme-femme. Alors, est-ce que, avant de se séparer, vous auriez des choses que vous souhaiteriez ajouter ou dire au lectorat d'Olnécap? Tellement de choses, mais on ne peut pas te dire. Ce qu'on aimerait leur dire, c'est qu'une autre ville est possible. Une ville écologique, une ville démocratique, une ville solidaire, on l'a montré. Une ville fraternelle. Alors, on peut rajouter, bien évidemment, fraternelle. Fraternelle. Notre idée, en effet, c'est de faire en sorte coopérative. de transformer cette ville. On l'a dit, créer du lien, être en action très concrète sur les questions d'écologie, très concrète sur les questions sociales, en les liant, en synergie. En synergie entre les différentes préoccupations des Olnésiens. Et on a essayé de montrer à travers notre quatuor que la réalité vécue par les Olnésiens, qui sont attachés à leur ville, est plus complexe et plus nuancée que le papier glacé de M. Béchiza. C'est-à-dire que tout ne va pas bien, les choses vont bien, on le reconnaît, on pense qu'il faut, y compris, on est nous dans la volonté de poursuivre ce qui va bien, de transformer ce qui va bien, d'analyser et d'évaluer, et ensuite, j'ai dit, du coup, de restituer cette ville aux Olnésiens. On a une équipe qui est soudée, qui pour le coup saura mener les défis qui sont pour eux. Donc je leur dis, ayez vraiment, venez nous voir, posez-nous des questions, renforcez notre projet. Vos idées. Voilà, on a besoin de toutes et tous dans ce mois qui reste pour l'emporter au soir du 15 ou du 22 mars qui sont devant nous. Voilà. Et merci à Olnécap. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir exprimé un petit peu tout ce travail que vous accomplissez depuis des mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci Catherine.